En 1972, Le Parrain, ce chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, a captivé le monde. Mais derrière chaque scène culte se cachaient des drames, des trahisons et des risques fous. De l'écrivain désespéré Mario Puzo, au bord de la ruine, à un jeune réalisateur luttant contre un studio prêt à le saboter, l'histoire de la création du Parrain est aussi épique que le film lui-même. Préparez-vous à découvrir des secrets qui vont vous surprendre, des têtes de cheval bien réelles aux improvisations légendaires. Attachez vos ceintures, car cette aventure est digne d'une saga mafieuse. Mario Puzo est l'origine du roman. Imaginez un écrivain new-yorkais, père de 5 enfants, croulant sous les dettes de jeu, luttant pour joindre les deux bouts. Nous sommes à la fin des années 1960, et Mario Puzo est cet homme. Sa carrière littéraire est un échec cuisant. Ses romans précédents, bien que salués par la critique, se vendent à peine. Les éditeurs le rejettent, les factures s'accumulent, et il doit parfois mettre sa vieille machine à écrire en gage pour acheter de quoi manger. Pourtant, c'est dans ce chaos personnel que naît l'idée d'un roman qui va changer l'histoire. Le Parrain. Puzo ne cherchait pas à créer une œuvre d'art. Il voulait survivre. Fasciné par les récits criminels des tabloïds et les figures discrètes mais puissantes de son quartier italo-américain, il décide d'écrire sur la mafia. Mais pas comme un simple polar. Il veut montrer l'humanité derrière les gangsters, des hommes liés par l'honneur, la famille et une violence inévitable. Chaque page qu'il tape est imprégnée de son propre désespoir, de son héritage italien et de sa compréhension du pouvoir. Il observe les dynamiques des familles mafieuses, où la loyauté côtoie la trahison, et transpose ces tensions dans son récit. En 1968, au bord du gouffre, Puzo prend une décision désespérée. Il vend les droits d'adaptation de son manuscrit inachevé à Paramount Pictures pour seulement $80,000. À l'époque, c'est une somme modeste pour un studio qui voit dans ce projet un petit film de gangster sans prétention. Pour Puzo, c'est un acte de survie, presque une reddition. Il ne sait pas encore que son histoire va devenir un phénomène. Il continue d'écrire, versant son âme dans chaque mot, transformant ses frustrations en une fresque sur l'ambition et la perte. Quand Le Parrain sort en 1969, c'est une déflagration. Le roman devient un best-seller instantané, restant 67 semaines sur la liste du New York Times. Les lecteurs s'arrachent cette saga d'une famille mafieuse où le crime n'est qu'un prisme pour explorer des thèmes universels, la loyauté, la corruption et le prix du pouvoir. Puzo, l'écrivain fauché, devient soudain une icône, la voix d'une génération italo-américaine. Paramount, qui avait sous-estimé son potentiel, se rend compte qu'ils tiennent une mine d'or. Mais adapter ce roman complexe à l'écran est un défi. Le studio veut un film d'action rapide et bon marché, mais Puzo voit plus loin. Il rejoint l'équipe du scénario pour protéger sa vision, collaborant avec un jeune réalisateur nommé Francis Ford Coppola. Dans un geste audacieux, Puzo écrit une lettre personnelle à Marlon Brando, le suppliant d'incarner Don Vito Corleone. « Vous êtes le seul acteur capable de donner vie à ce personnage », lui confie-t-il. Cette lettre, née du désespoir d'un homme qui a tout risqué, marque le début d'une collaboration légendaire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un roman, mais celle d'un homme qui, contre toute attente, a transformé sa douleur en un monument culturel. Francis Ford Coppola, le choix improbable. Quand Paramount décide de produire Le Parrain, ils ne veulent pas de Francis Ford Coppola. À 33 ans, ce jeune réalisateur italo-américain est loin d'être un nom établi. Ses films précédents, comme The Rain People, ont été des échecs commerciaux, et il croule sous ses propres dettes. Pourtant, c'est précisément cette situation précaire qui le rend attrayant pour le studio. Il est bon marché, pense-t-il, facile à contrôler. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Coppola transformerait ce projet en une bataille épique pour l'art contre l'argent. Avant de choisir Coppola, Paramount approche des réalisateurs prestigieux comme Sergio Leone, Peter Bogdanovich, Arthur Penn et même Elia Kazan. Tous refusent. Leone est occupé avec Il était une fois en Amérique, Penn méprise les films de gangsters et Kazan ne veut pas s'impliquer. Désespéré, le studio se tourne vers Coppola, mais dès le premier jour, les tensions explosent. Paramount veut un film de gangsters moderne, rapide et peu coûteux, situé dans les années 1970 pour éviter les frais de décor d'époque. Coppola, lui, a une vision radicalement différente, une tragédie familiale ancrée dans les années 1940, où le crime est un miroir du rêve américain. Les affrontements avec le studio sont incessants. Les dirigeants trouvent le style de Coppola trop sombre, trop lent, trop ambitieux. Ils envoient des « espions » sur le tournage pour le surveiller, critiquant chaque décision. À un moment, ils contactent même Elia Kazan en secret pour remplacer Coppola au cas où il échouerait. Chaque soir, Coppola rentre chez lui, s'attendant à trouver une lettre de licenciement.
Il porte un t-shirt avec le mot « Paranoia » écrit dessus, non pas comme une blague, mais comme un rappel constant qu'à Hollywood, la trahison guette à chaque coin. Mais Coppola ne cède pas. Sa vision est ancrée dans sa propre identité italo-américaine. Comme Puzo, il comprend les nuances de la famille, de l'honneur et du pouvoir. Il se bat pour chaque détail. Les costumes d'époque, les voitures des années 1940, l'éclairage dramatique. Il refuse de faire un simple film de gangster, insistant pour que Le Parrain soit une méditation sur la corruption morale et la perte de l'innocence. Cette détermination le rend impopulaire auprès des dirigeants, mais elle attire le respect de son équipe. Coppola trouve un allié inattendu en Robert Evans, un producteur exécutif de Paramount qui, malgré les conflits, croit en son talent. Evans devient un rempart contre les ingérences du studio, permettant à Coppola de poursuivre sa vision. Mais la pression est immense. Coppola avouera plus tard qu'il vivait dans une peur constante, convaincu que chaque jour pouvait être son dernier sur le projet. Pourtant, c'est cette peur qui alimente son génie. Il transforme chaque obstacle en une opportunité créative, posant les bases d'un film qui redéfinira le cinéma. Cette bataille entre un jeune cinéaste et un studio puissant montre que Le Parrain n'est pas seulement une histoire de mafia, mais un triomphe de la persévérance artistique. Coppola n'était pas le choix évident, mais il était le seul capable de donner vie à cette épopée. Les batailles du casting. Le casting du Parrain est aujourd'hui légendaire, mais à l'époque, chaque choix était une guerre. Paramount voulait des stars bancables, des visages familiers pour garantir le succès commercial. Coppola, lui, voulait des acteurs capables d'incarner l'âme complexe des Corleone. Ces conflits ont failli faire dérailler le film, mais ils ont aussi donné naissance à des performances inoubliables. Le choix le plus controversé est celui de Marlon Brando pour incarner Don Vito Corleone. À l'époque, Brando est considéré comme une étoile déchue. Ses derniers films, comme Mutiny on the Bounty, ont été des flops et sa réputation d'acteur difficile le précède. Stanley Jaffe, président de Paramount, déclare « Tant que je serai là, Brando ne jouera pas dans ce film ». Mais Coppola est convaincu que Brando est le seul capable de capturer la dignité, la menace et la tragédie de Vito. Avec l'aide de Puzo, il organise un essai secret chez Brando à Beverly Hills. L'acteur, alors âgé de 47 ans, se transforme. Il enduit ses cheveux de cirage, bourre ses joues de mouchoir et adopte une voix rocailleuse. Quand Coppola montre la cassette au studio, les dirigeants, stupéfaits, ne reconnaissent même pas Brando. Il cède, mais impose des conditions humiliantes. Pas de salaire initial, une caution d'1 million de dollars et un test caméra obligatoire. Brando accepte et livre une performance qui lui vaudra un Oscar. Le choix d'Al Pacino pour Michael Corleone est tout aussi controversé. En 1971, Pacino est un acteur de théâtre quasi inconnu. Paramount préfère une star comme Robert Redford ou Ryan O'Neal, des noms qui attirent les foules. Les dirigeants trouvent Pacino trop discret, trop ordinaire. Quelques semaines après le début du tournage, ils envisagent de le remplacer. Coppola, désespéré, réorganise le calendrier pour tourner la scène clé de l'assassinat au restaurant, où Michael bascule dans le monde du crime. Lors du visionnage, la performance intense et nuancée de Pacino laisse le studio sans voix. Cette scène sauve sa carrière et définit Michael Corleone comme un personnage iconique. D'autres choix de casting, comme James Caan pour Sonny et Robert Duvall pour Tom Hagen, suscitent moins de débats, mais ils ne sont pas sans défi. Caan, connu pour des rôles plus doux, doit incarner un personnage explosif et imprévisible. Duvall, quant à lui, apporte une subtilité discrète aux consigliérés de la famille. Talia Shire, la sœur de Coppola, est choisie pour jouer Connie Corleone, un choix critiqué comme du népotisme, mais sa performance émouvante fait taire les sceptiques. Le casting devient une famille grâce à un dîner organisé par Coppola avant le tournage. À East Harlem, dans un restaurant italien, les acteurs mangent, improvisent et se disputent en restant dans leur personnage. Ce moment crée une alchimie unique, visible à l'écran dans chaque regard, chaque tension. Coppola ne voulait pas d'acteurs jouant une famille, mais d'une famille jouant pour la caméra. Les défis du tournage et l'authenticité. Le tournage du Parrain est un champ de bataille. Chaque jour, Coppola doit jongler avec les ingérences du studio, les contraintes budgétaires et sa quête obsessionnelle d'authenticité. Il veut que chaque image, chaque son, chaque détail transporte le spectateur dans l'univers des Corleone. Cette exigence donne au film sa puissance, mais elle met l'équipe sous une pression écrasante. L'une des décisions les plus audacieuses concerne la fameuse scène de la tête de cheval. Dans le film, le producteur hollywoodien Jack Waltz découvre une tête de cheval tranchée dans son lit, un message terrifiant de la mafia. Pour cette scène,
Coppola utilise une véritable tête de cheval, obtenue auprès d'une usine d'aliments pour chiens. L'acteur John Marley n'est pas prévenu. Quand il soulève les draps et touche la tête froide et humide, son cri de terreur est authentique. Il vomit après la prise. Coppola capture la scène en une seule fois, convaincu que cette horreur brute est essentielle pour transmettre l'impact émotionnel. Cette décision, bien que controversée, devient l'un des moments les plus mémorables du cinéma. L'authenticité s'étend au décor. Coppola refuse de tourner en studio et choisit une véritable maison à Staten Island pour le manoir des Corleone. La scène du mariage, avec ses 750 figurants, transforme la propriété en un véritable festival. Les foules de fans et de paparazzi affluent, obligeant la police de New York à intervenir, notamment lors des scènes tournées à Little Italy. Cette immersion dans des lieux réels donne au film une texture vivante, presque documentaire. L'éclairage, orchestré par le directeur de la photographie Gordon Willis, surnommé le « Prince des Ténèbres », est un autre pilier de l'authenticité. Willis utilise des ombres profondes pour refléter la corruption morale des personnages. Les dirigeants du studio se plaignent que les scènes sont trop sombres, mais Coppola soutient Willis. La scène d'ouverture, alternant entre la lumière festive du mariage et l'obscurité du bureau de Don Corleone, devient une métaphore visuelle de la dualité du film. Même les imprévus deviennent des atouts. Dans la scène d'ouverture, Brando caresse un chat errant qui n'était pas prévu dans le script. Ce moment, improvisé, ajoute une tendresse inattendue à Vito, contrastant avec sa menace. Le ronronnement du chat perturbe presque l'enregistrement, mais Coppola le garde, voyant dans cet accident une vérité brute. Les improvisations et moments emblématiques. Le parrain doit une partie de son génie aux improvisations qui ont transformé des moments ordinaires en icônes du cinéma. Coppola encourage ses acteurs à s'approprier leur rôle, leur donnant la liberté d'improviser pour capturer une authenticité brute. Ces choix spontanés deviennent des signatures du film. Prenons l'exemple de la réplique culte « Laisse le fusil, prends les cannolis ». Prononcée par Richard Castellano dans le rôle de Clemenza, elle n'était pas dans le script. Après un meurtre, Castellano improvise cette phrase, mêlant l'horreur du crime à la banalité du quotidien. Cette réplique capture l'essence du film. Même dans la violence, la vie continue. De même, James Caan, dans le rôle de Sonny, lance « Bada bing » lors d'une discussion sur un assassinat, une expression qui deviendra synonyme de la culture mafieuse. Marlon Brando est le maître de l'improvisation. Dans la scène d'ouverture, il caresse un chat errant trouvé sur le plateau, un geste non prévu qui ajoute une humanité inattendue à Don Corleone. Ces gestes subtils, comme ajuster sa cravate ou fixer un rival d'un regard glacial, sont souvent improvisés, donnant à Vito une présence magnétique. Même le mythe des « boules de coton » naît d'une improvisation. Pour son essai, Brando bourre ses joues de mouchoir pour créer le look de Vito. Pour le tournage, une prothèse dentaire remplace les mouchoirs, mais l'idée originale vient de cet instinct créatif. Un autre moment emblématique concerne Lenny Montana, qui joue Luca Brasi. Ancien catcheur et homme de main de la vraie famille Colombo, Montana est terrifié à l'idée de jouer face à Brando. Lors de sa première scène, il bafouille ses répliques, tremblant de nervosité. Plutôt que de couper la prise, Coppola transforme cette maladresse en génie. Il ajoute une scène où Luca répète son discours avant de rencontrer Vito, rendant le personnage à la fois intimidant et vulnérable. Ce choix transforme une erreur en l'un des moments les plus mémorables du film. Ces improvisations ne sont pas de simples accidents. Elles reflètent la philosophie de Coppola. Un film doit respirer, vivre, surprendre. En laissant ses acteurs s'exprimer, il crée une texture imprévisible qui donne au parrain une profondeur humaine unique. La musique de Nino Rota est l'âme sonore du parrain. Si le parrain est une œuvre visuelle inoubliable, son âme réside dans sa musique. Le compositeur italien Nino Rota, déjà célèbre pour ses collaborations avec Federico Fellini, a créé une bande originale qui transcende le film pour devenir une icône culturelle à part entière. Dès les premières notes de la valse mélancolique jouée à la trompette, connue sous le nom de Gofate Waltz, le spectateur est transporté dans un monde de tragédie, de nostalgie et de pouvoir. Mais derrière cette musique envoûtante se cache une histoire de création tout aussi dramatique que le film lui-même. Nino Rota n'était pas le premier choix de Francis Ford Coppola. Paramount, fidèle à son habitude de contrôler chaque aspect du projet, voulait un compositeur américain capable de produire une bande-son moderne, avec des accents pop ou jazz pour séduire un public jeune. Coppola, cependant, voyait le parrain comme une tragédie classique, presque shakespearienne, et il savait que seule une musique intemporelle pouvait capturer cette profondeur. Il se tourne vers Rota, dont le style lyrique et émotionnel correspond parfaitement à l'histoire des Corleone. Rota, un homme discret mais passionné,
accepte le défi, bien conscient que le film pourrait redéfinir sa carrière. Le processus de composition est un mélange d'intuition et de précision. Rota s'inspire des mélodies traditionnelles siciliennes, avec leurs accents mélancoliques et leurs rythmes lents, pour ancrer le film dans l'héritage culturel italo-américain. La waltz principale, avec sa trompette solitaire, évoque à la fois la grandeur et la solitude de Don Vito Corleone. Chaque note semble porter le poids de ses décisions, de ses regrets et de sa puissance. Rota travaille en étroite collaboration avec Coppola, assistant à des projections des rushs pour synchroniser sa musique avec l'émotion brute des scènes. Cette approche donne à la bande-son une qualité presque organique, comme si elle faisait partie intégrante du récit. Mais tout n'est pas simple. Paramount critique les premières maquettes de Rota, les trouvant trop sombres, trop européennes. Ils craignent que la musique éloigne le public américain, habitué à des sonorités plus accessibles. Coppola, fidèle à sa vision, défend Rota avec la même ferveur qu'il a mise à protéger Brando ou Pacino. Il organise des sessions d'écoute avec le studio, démontrant comment chaque thème musical amplifie l'impact émotionnel des scènes clés. Par exemple, le thème de Love Theme from the Godfather, joué lors des moments intimes de Michael et Kay, transforme une simple romance en une tragédie inéluctable. La musique devient un personnage à part entière, guidant le spectateur à travers les méandres de l'âme des Corleone. Rota prend également des risques audacieux. Pour la scène du mariage, il compose une musique festive mais teintée d'une tension subtile, reflétant le contraste entre la célébration et les tractations sombres dans le bureau de Vito. Il utilise des instruments traditionnels comme la mandoline pour évoquer la Sicile, tout en intégrant des arrangements modernes pour plaire à un public plus large. Ce mélange audacieux fait de la bande-son un pont entre deux mondes, l'ancien et le moderne, l'Italie et l'Amérique. Le travail de Rota est récompensé par une nomination aux Oscars, bien que, dans une ironie cruelle, il soit initialement disqualifié. Le comité des Oscars découvre que Rota a réutilisé une partie d'un thème qu'il avait composé pour un film italien des années 1950, Fortunella. Bien que l'adaptation soit légale et courante, cette controverse illustre la méfiance initiale envers le film. Coppola et Rota doivent se battre pour faire reconnaître l'originalité de la bande-son, qui finit par devenir l'une des plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, les premières notes du Parrain suffisent à évoquer un univers entier. La musique de Rota n'a pas seulement accompagné le film, elle a élevé, lui donnant une dimension émotionnelle qui résonne encore des décennies plus tard. Sans ces mélodies, le Parrain ne serait pas le chef-d'œuvre qu'il est devenu. L'héritage du Parrain dans la culture populaire. Le Parrain n'est pas seulement un film, c'est un phénomène qui a redessiné la culture populaire. Sorti en 1972, il a non seulement dominé le box-office, mais il a aussi infiltré chaque recoin de la société, du cinéma à la télévision, des jeux vidéo aux conversations quotidiennes. Ses répliques, ses images et ses thèmes sont devenus des piliers de la culture mondiale, influençant des générations de créateurs et de spectateurs. Mais comment un film sur une famille mafieuse a-t-il acquis une telle portée universelle? D'abord, le Parrain a redéfini le genre du film de gangster. Avant 1972, les films sur la mafia étaient souvent des polars simplistes, centrés sur l'action et les stéréotypes. Coppola et Puzo ont transformé ce genre en une exploration profonde de la famille, du pouvoir et de la moralité. Cette approche a inspiré des œuvres comme Les Sopranos, Goodfellas de Martin Scorsese et même des séries modernes comme Breaking Bad. Tony Soprano, par exemple, est un descendant direct de Michael Corleone, un homme déchiré entre ses responsabilités familiales et son monde criminel. Les créateurs des Sopranos ont souvent cité le Parrain comme une influence majeure, notamment pour sa capacité à humaniser des personnages moralement ambigus. Les répliques du film sont entrées dans le langage courant. « Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser » est devenue une phrase universelle, utilisée dans les contextes les plus variés, des négociations d'affaires aux plaisanteries quotidiennes. De même, « Laisse le fusil » prend les cannolis, est cité dans des films, des séries et même des publicités, symbolisant l'absurde normalité de la vie criminelle. Ces lignes, souvent improvisées, ont une qualité intemporelle qui transcende le cinéma. Le Parrain a également influencé l'esthétique visuelle du cinéma. L'éclairage sombre de Gordon Willis, avec ses ombres dramatiques, est devenu une référence pour les cinéastes. Des réalisateurs comme Christopher Nolan et Quentin Tarantino ont adopté des techniques similaires pour créer des atmosphères immersives. La scène du mariage, avec son contraste entre la lumière festive et l'obscurité du bureau de Vito, est étudiée dans les écoles de cinéma comme un exemple parfait de narration visuelle. Au-delà du cinéma, le Parrain a façonné la perception de la mafia dans la culture populaire. Avant le film, la mafia était souvent vue comme un monde mystérieux et distant. Le Parrain l'a rendue accessible,
presque romantique, tout en montrant sa brutalité. Cela a donné naissance à une fascination durable pour les histoires de crimes organisés, visibles dans des jeux vidéo comme Mafia ou Grand Theft Auto, qui s'inspirent directement des thèmes et de l'esthétique du film. Mais cet héritage n'est pas sans controverse. La communauté italo-américaine reste divisée sur l'impact du film. Pour certains, ils célèbrent leur héritage en mettant en avant la famille et la loyauté. Pour d'autres, ils perpétuent des stéréotypes négatifs en associant les Italiens à la criminalité. Cette tension a alimenté des débats qui continuent aujourd'hui, notamment dans les discussions sur la représentation ethnique à Hollywood. Le Parrain a également transformé la carrière de ses acteurs. Al Pacino et Robert De Niro sont devenus des icônes, tandis que Marlon Brando a retrouvé sa place au sommet. Coppola, quant à lui, est devenu une figure centrale du nouvel Hollywood, aux côtés de Scorsese et Spielberg. Le succès de la suite, Le Parrain, partie 2, a consolidé cet héritage, prouvant qu'une suite pouvait être aussi puissante que l'original. En fin de compte, Le Parrain est plus qu'un film. C'est un miroir de la société, un récit universel sur le pouvoir et la perte qui continue d'inspirer et de provoquer. Son influence est partout, des mèmes sur Internet aux hommages dans les blockbusters modernes. Il nous rappelle que les grandes histoires ne meurent jamais. L'impact culturel et les controverses. Le Parrain n'est pas seulement un film, c'est un phénomène culturel qui a redéfini le cinéma et suscité des débats passionnés. Dès sa sortie en mars 1972, il devient un succès fulgurant, battant des records au box-office et devenant, pour un temps, le film le plus rentable de l'histoire. Mais son impact va bien au-delà des chiffres. Le film donne une voix à la communauté italo-américaine tout en suscitant des controverses. Joseph Colombo, chef de la famille mafieuse Colombo et leader de la Ligue des droits civiques italo-américains, proteste contre la représentation des Italiens comme des criminels. Il menace de bloquer le tournage avec des grèves syndicales. Pour apaiser les tensions, le producteur Al Rudi rencontre Colombo et accepte de retirer les mots « mafia » et « Cosa Nostra » du script, promettant même des dons à une association caritative italo-américaine. Mais en 1971, Colombo est abattu lors d'un rassemblement, brouillant les lignes entre fiction et réalité. Cet événement renforce l'aura du Parrain comme un film ancré dans le réel. L'impact du film se ressent aussi aux Oscars. En 1973, Marlon Brando remporte le prix du meilleur acteur, mais il choque Hollywood en refusant la statuette. Il envoie Sachin Littlefeather, une militante apache, protester contre le traitement des Amérindiens dans l'industrie cinématographique. Le public est divisé. Certains applaudissent, d'autres huent. Cet acte transforme les Oscars en une plateforme politique et marque un tournant dans l'histoire des remises de prix. Le Parrain, partie 2, sorti en 1974, consolide l'héritage du film. Première suite à remporter l'Oscar du meilleur film, il approfondit l'histoire avec la performance de Robert De Niro en jeune Vito Corleone, presque entièrement sicilien. Ce triomphe a un coût. Coppola avoue que la pression l'a presque brisé. Les scènes supprimées, comme la vengeance de Michael contre Fabrizio, montrent l'ampleur du sacrifice créatif. Le Parrain redéfinit le cinéma en introduisant un style visuel, narratif et émotionnel qui influence des générations de cinéastes. Il explore des thèmes universels, le pouvoir, la famille, la perte. Mais il laisse aussi une question. À quel prix la grandeur artistique est-elle atteinte? Le Parrain est plus qu'un film, c'est un testament à la résilience humaine. Mario Puzo, Francis Ford Coppola, Marlon Brando, Al Pacino, tous ont risqué leur carrière, leur santé mentale, parfois leur vie, pour créer un chef-d'œuvre. Derrière chaque scène culte, il y avait une guerre, une improvisation, un pari fou. Ce film nous rappelle que la véritable naît du conflit et du courage. Alors, quelle histoire vous a le plus marqué? La tête de cheval? L'improvisation de Brando? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.